Monsieur le député Éric Pauget, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les collaborateurs, contribuables associés, vous remercie de votre présence à notre 61e rendez-vous parlementaire consacré ce soir aux droits de succession. Les droits de succession, tels qu'ils se pratiquent aujourd'hui en France, sont les plus élevés de tous les pays européens. Cet état de fait empêche une transmission rapide du patrimoine vers les plus jeunes et nuit au dynamisme de l'économie française. Nous approchons de la fin de la législature. Notre associé publiera avant les législatives l'Argus des députés pour l'ensemble de la législature 2017-2022. Notre Argus note les députés qui agissent ou non en faveur des contribuables, notamment via le dépôt de propositions de loi. Cet Argus quinquennal est particulièrement attendu de nos 350 000 membres répartis dans toute la France, comme il a attendu également les électeurs attentifs à la dépense publique et aux impôts. Monsieur Pauget, vous avez été classé premier parmi les députés pour l'année 2020-2021, et ce, pour la deuxième année consécutive. Bravo à vous. Pour revenir au sujet de ce soir, rappelons que vous êtes l'auteur d'une récente proposition de loi qui vise à supprimer la fiscalité sur la transmission intergénérationnelle des richesses inférieures ou égales à 15 000 €. Nos réunions, ici même, ont souvent débouché sur des propositions de loi co-signées par de nombreux députés. Même si elles ne sont pas soumises au vote, cela fait avancer le débat. Et il y a un problème particulier sur les droits de partage qui s'ajoutent aux droits de succession. Nous souhaiterions, à contribuables associés, que leur suppression fasse l'objet d'une PPL spécifique. Et nous aimerions travailler avec vous, monsieur le député, si vous voulez bien, sur cette question. Après votre intervention, monsieur le député, et avant le débat avec la salle, nous donnerons la parole à Olivier Berthaud, juriste fiscaliste connu et reconnu, pour lequel le Code des impôts n'a plus de secret, ou presque. Olivier Berthaud, vous êtes notamment l'auteur de Au nom du fisc, enquête au pays de l'impôt. Vous êtes également chroniqueur pour de nombreux médias, dont tous contribuables. Vous dresserez un état des lieux des droits de succession et de donation, puis Olivier Berthaud, vous nous présenterez quelques propositions de réforme. Mais tout d'abord, à vous la parole, monsieur le député. J'enlève le masque, hein, j'en mettrai après. Merci. Merci de m'accueillir, merci à Contribuables associés d'organiser ces rendez-vous, ce 61e rendez-vous ici à l'Assemblée nationale. Je voudrais donc remercier son directeur par intérim qui gère la structure, M. Olivier Berthaud, fiscaliste émérite, qui va venir nous éclairer de ses connaissances. Et puis je voudrais saluer un certain nombre de collègues députés que je vois parmi nous. Stéphane Viry qui vient d'arriver, Pierre Cordier devant nous, Véronique Louvagie, membre de la commission des finances et expert comptable et experte en fiscalité aussi, ainsi que l'ensemble des collègues qui sont représentés. Je vais excuser aussi notre collègue Pierre Batin qui a bien mentionné le fait qu'il souhaitait qu'on le marque, excusez, puisqu'il est habituellement présent à vos rencontres. Alors, vous m'avez sollicité sur ce sujet des droits de succession. C'est un sujet qui, à titre personnel, me parle. Je vous disais tout à l'heure, monsieur le directeur, je suis un des rares députés qui est toujours une activité commerciale, puisque je suis commerçant, et un commerce qui est dans ma famille depuis des générations. Mon grand-père, je fais une petite parenthèse historique personnelle, mon grand-père rentre de captivité en 1944, à la fin de la guerre, et il décide de créer un terrain de camping. À l'époque, c'était les congés, on sortait de la guerre, et donc mon grand-père, à la force des poignets et à la sueur du front, crée de toutes pièces un terrain de camping dans les Alpes-Maritimes, dans le sud de la France. Et après, il a eu de cesse que de développer son activité et de la transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants. Et donc, vous comprenez que moi, en étant la 3e ou la 4e génération de cet aïeul qui a démarré cette activité, c'est un sujet qui, à titre personnel, me parle énormément. J'ai la chance d'être venu parlementaire et d'être venu député, et donc ces sujets sur la fiscalité, notamment sur la transmission, sont des sujets qui, à mon avis, sont au cœur de notre société. Si vous me permettez, j'ai préparé un petit laïus, comme on dit, sur ce sujet du patrimoine. On dit souvent que le patrimoine, c'est le fruit du travail de toute une vie. Et j'en parle en connaissance de cause, c'est-à-dire que bâtir son patrimoine, il y a bien sûr la volonté de générer des revenus, mais il y a aussi derrière la volonté de dire, lorsque je ne serai plus là, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Ça peut paraître saugrenu dans la vie d'aujourd'hui, mais cette notion de dire, j'ai créé quelque chose, j'ai bâti, j'ai vécu de mon travail, et quand j'arrive au soir de ma vie, je veux le transmettre. Ça renvoie à des notions très fortes, des notions de valeur familiale et des notions de transmission.
on s'écarte un petit peu du sujet de la fiscalité, et ça me semble important de le rappeler parce que dans cette société un petit peu bousculée, troublée que l'on traverse, où tout va très vite, la famille et la transmission sont à mon avis des piliers qui devraient revenir au cœur de notre problème sociétal. Donc tout le monde s'accorde à dire que nous aspirons à cette liberté de transmettre à nos enfants, à un membre de la famille, à un proche. Or, il faut savoir, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, que notre pays se distingue une fois de plus sur ce sujet en étant un des pays les plus fiscalisés, puisqu'on a un taux d'imposition au-delà des abattements qui va à près de 45%. Il faut savoir qu'on se compare souvent avec l'Allemagne. L'Allemagne est aux alentours de 30%, le Danemark 15%, et l'Italie, notre voisin, moi je suis du sud, un de nos voisins directs, ce sont les Italiens, 4% de droits de succession en Italie. 30% l'Allemagne, 15% le Danemark, 4% l'Italie, 45% en France. Ça doit nous interpeller. On est le 3e pays au monde le plus fiscalisé sur les droits de succession. On a devant nous uniquement le Japon, 55%, et la Corée du Sud à 50%. Or, cette surfiscalisation du patrimoine au moment de la transmission a aussi un effet induit, c'est qu'il n'encourage pas l'attractivité de notre territoire. Et il est plutôt un repoussoir. Il faut aussi l'intégrer à un moment où on cherche à faire venir des capitaux, à un moment où on cherche à développer notre économie. Moi, je pense très sincèrement, j'en ai l'intime conviction, que le patrimoine ne doit pas être autant taxé, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ça revient à s'attaquer à des valeurs familiales et à des valeurs de transmission qui me semblent primordiales aujourd'hui. Cette imposition sur la transmission, elle apparaît pour beaucoup de nos concitoyens quelque part comme une double peine. Je l'ai dit, on travaille, l'impôt sur le revenu, le principe de répartition est là, on est fiscalisé, on peut estimer qu'il y a une certaine cohérence. On achète son bien, sa maison, son logement, paye taxe d'habitation, taxe foncière, droit de mutation au moment de l'achat, et puis un beau jour, on décide de transmettre à ses enfants. Et là, notre premier associé à tous, l'État, se rappelle à son bon souvenir et nous dit, au-delà d'un certain seuil, eh bien, je reviens et je remets une ponction de fiscalité. Ça doit nous interpeller, parce qu'on a souvent dit que cette fiscalité sur la transmission, c'était, il y a un certain nombre de collègues qui le disent, et je le revendique, c'est l'impôt sur la mort. C'est-à-dire qu'au moment où on arrive au soir de notre vie, vous êtes fiscalisé pour transmettre à vos enfants ou à vos petits-enfants. Cet impôt sur la mort, il est issu d'une idéologie. Et je pense qu'il faut le rappeler. Une idéologie qui est marquée très à gauche, une idéologie socialiste, qui, au nom de la réduction des inégalités, voudrait corriger ces inégalités par une fiscalité au moment de la transmission. Quand on regarde les 20 dernières années, quand il y a eu des majorités et des gouvernements plus à droite, on est allé vers des allègements. Quand il y a eu des majorités ou des gouvernements plus à gauche, on est allé vers une surfiscalisation. Les 3 derniers quinquennats sont symptomatiques. Le quinquennat Nicolas Sarkozy, une volonté forte d'alléger nos droits de succession. Derrière le quinquennat de François Hollande, rétablissement de ce qui se faisait avant, une fiscalité lourde sur les transmissions. Et ce quinquennat actuel n'a pas osé toucher à ce qui avait été fait sous François Hollande. On a un certain nombre de parlementaires ici, à chaque année en loi de finances, à vouloir remettre ce sujet sur la table. Ils nous rejettent systématiquement nos amendements. Donc il n'y a pas de volonté aujourd'hui de revenir à une situation plus, j'allais dire, plus allégée. C'est un problème d'idéologie et c'est une vision qui est, à mes yeux, démagogique, idéologique, je l'ai dit, mais aussi archaïque. Parce que vouloir équilibrer le budget de l'État avec des recettes fiscales sur la transmission de patrimoine, quelque part, il y a un acte de facilité et ça nous exonère de nous poser la question sur la dépense publique et de nous dire est-ce qu'on ne ferait pas mieux de mettre de l'énergie et de l'efficience sur la réduction de la dépense publique. Je pense que ça, c'est un élément à prendre en compte. Dans l'idéal, et je vais conclure par ces 2 éléments-là, dans l'idéal, il faudrait aller vers une suppression des droits de succession. Moi, c'est mon sentiment, c'est mon avis.
un de nos candidats, vous avez suivi l'actualité politique des derniers mois, un de nos candidats le proposait. La raison fait qu'aujourd'hui, les droits de succession génèrent des recettes dans le budget de l'État et de les supprimer du jour au lendemain, ça serait irresponsable, ça ne serait pas possible. Donc, à minima, il faut qu'on tende vers un chemin d'allègement des droits de succession pour, comme je disais tout à l'heure, replacer la valeur famille, replacer la notion de transmission, et puis supprimer cette idée d'impôt sur la mort au cœur de notre société et de ne pas fiscaliser de manière idéologique la constitution d'un patrimoine. Moi, je pense que la France est un pays de propriétaires. La notion de propriété est attaquée depuis quelques années, et là, on en a un exemple supplémentaire et on doit envoyer des signaux là-dessus. Donc, dans l'absolu, moi, je suis favorable à ce qu'on supprime la totalité des droits de succession. Il faut être raisonnable, ça ne sera pas possible. Par contre, il faut qu'on aille sur un chemin qui tende à l'alléger, avec la corrélation en termes de recettes qui nous manquerait au niveau du budget de l'État. Mais il faut qu'on aille vers ce chemin, d'abord pour envoyer un signal, pour sortir d'une idéologie qui n'est pas la nôtre, et puis pour tout simplement revenir à une certaine justesse. Je reprends mes propos introductifs, mais lorsqu'on a travaillé toute sa vie, qu'on a cotisé fiscalement auprès de l'État toute sa vie, lorsqu'on arrive au soir de sa vie et qu'on a des enfants, des petits-enfants, on a envie de transmettre. Et de savoir que l'État va venir se rappeler à ses bons souvenirs et que peut-être le patrimoine acquis ne pourra pas rester dans la famille parce que ces droits de succession sont tels que des fois il faut se dessaisir d'une partie de son patrimoine. Moi, à titre personnel, c'est un brisqueur. Je vous ai rappelé mon parcours personnel tout à l'heure. S'il avait fallu que dans ma famille, on se sépare du bien créé par mon grand-père lorsqu'il est rentré de captivité après la guerre, ça aurait été vraiment une atteinte à notre identité familiale. Donc, l'idéal, c'est la suppression des droits de succession. La réalité, c'est qu'il faut qu'on aille vers un allègement. Moi, il me semble qu'il y a un certain nombre de variables sur lesquelles on pourrait jouer. Le montant de l'abattement, je rappelle qu'il est aujourd'hui de 100 000 euros, si je ne me trompe pas. Il était de 150 ou 160 000 euros sous Nicolas Sarkozy. On a un certain nombre de collègues députés à avoir déposé un amendement pour l'amener à 200 000 euros. La deuxième variable, c'est la durée. Aujourd'hui, je crois que c'est 15 ans. C'est un rythme de 15 ans pour être fiscalisé. Nous, on proposait de revenir à 10 ans, voire moins. Il y a un certain nombre de candidats dans le cadre de notre congrès de la droite qui proposent de venir à 6 ans. Donc c'est la deuxième variable, abattement et durée. Et avant de terminer, il y a un deuxième sujet que l'on confond un petit peu. Là, on a parlé des droits de succession, mais il y a tout ce qui concerne la donation. Moi, je suis très attaché aussi aux logiques de donation. Je fais une petite digression par rapport au sujet du jour, mais la crise Covid nous a montré que les Français ont thésaurisé près de 200 milliards d'euros. Plutôt que d'injecter de l'argent artificiellement par de la dépense publique, moi je pense qu'on aurait eu des mesures incitatives pour aller puiser dans cet argent thésaurisé et le réinjecter dans l'économie. Ça aurait été beaucoup plus sain en termes de relance de l'activité. Et il y a un certain nombre d'outils qui pourraient être aussi mis en avant, non plus au niveau des successions, mais des droits de donation. Aujourd'hui, je crois que c'est 100 000 euros tous les 10 ans ou tous les 15 ans. Tous les 15 ans, pareil, on pourrait aller plus loin dans la donation. Moi, j'avais proposé, vous l'avez mentionné tout à l'heure, une petite PPL au printemps, qui était de passer non pas par le code fiscal, mais par le code civil, et ce qu'on appelle le présent d'usage, c'est-à-dire vous offrez à un membre de votre famille un cadeau. Ce n'est pas fiscalisé parce qu'on le considère au titre du code civil comme un présent. Et moi, j'avais proposé une idée toute simple de dire jusqu'à 15 000 euros en numéraire, au titre du code civil, on le considère comme un présent d'usage, donc zéro fiscalité, zéro formalité aussi. Parce qu'il y a la fiscalité, mais il faut oublier qu'il y a les formalités qui s'appliquent sur ce genre de donation, voire des successions. Et je pense qu'il faut non seulement alléger la fiscalité, mais il faut alléger aussi tout ce qui est formalités qui vont avec, qui sont des fois des freins au fait de réinjecter. Donc j'ai fait une petite digression, mais ça me semble important d'avoir en tête droit de succession, droit de donation, ces deux choses. Et l'actualité Covid nous a montré que si on avait été plus incitatif sur les droits de donation, on aurait pu réinjecter de l'argent dans l'économie et peut-être on n'aurait pas eu autant besoin d'appliquer le quoi qu'il en coûte. J'ai sans doute trop parlé. Donc, non, je vous en prie, monsieur le député, c'était extrêmement intéressant. N'hésitez pas à reprendre la parole le cas échéant.
Olivier Berthaud, à vous la parole maintenant pour un état des lieux et quelques propositions de réforme. Oui, bonsoir. Écoutez, je vais donc vous faire effectivement un rapide état des lieux de la fiscalité des successions et des donations en France aujourd'hui. Mettre le doigt sur les principales anomalies, je dirais, de notre régime fiscal en la matière, et après faire quelques propositions qui sont plus des axes de réflexion, je dirais, que des propositions. Déjà, pour recadrer quand même le sujet, qu'est-ce que c'est les droits on va dire les droits de mutation à titre gratuit, qui intègrent succession et donation. En France, c'est à peu près 15 milliards d'euros de recettes annuelles. C'est ce qui est attendu dans la loi de finances pour 2022, qui se décompose en à peu près 12 milliards d'euros pour les successions, 3 milliards d'euros pour les donations, et après d'autres recettes plus modestes. Il y a 400 millions d'euros pour des divers actes qui englobent notamment le fameux droit de partage que l'on va évoquer ensuite, et 300 millions d'euros que rapporte le prélèvement sur les capitaux d'essai en matière d'assurance vie. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi quand même au niveau international? Justement, ça tombe bien, l'OCDE a publié il y a très peu de temps, il y a à peine quelques semaines ou quelques mois, un rapport sur l'impôt sur le patrimoine et l'impôt sur les successions au niveau de l'OCDE. L'OCDE, c'est 38 pays, et l'OCDE indique que sur 38 pays, 24 pays prélèvent un impôt sur les successions ou les donations. Ce qui veut quand même dire que sur les 38 pays, il y en a 14 qui ne prélèvent aucun impôt sur les successions et les donations, c'est-à-dire quand même près de 40%. Et on peut surtout noter qu'il y a un certain nombre de pays qui ont supprimé les droits de succession et de donation récemment. Par exemple, l'Autriche en 2008, Israël en 1980, la Norvège, pays scandinave, qui pourtant les pays scandinaves ont une fiscalité assez lourde en général, la Norvège en 2014 et même la Suède en 2004, la Slovaquie 2004, Nouvelle-Zélande 1992, etc. Donc effectivement, il y a quand même un certain mouvement chez certains pays pour supprimer les droits de succession. Monsieur Pauget a parlé tout à l'heure de l'Italie, qui effectivement taxe encore les successions, mais à 4%, alors qu'auparavant, ils avaient effectivement une taxation sur les successions et les donations très importante. Ils l'ont fortement baissé, donc je pense qu'on peut dire que c'est faisable. Donc voilà ce qu'on peut dire, je dirais, sur le plan international. Un rapide aussi rappel sur l'historique en France. L'impôt sur les successions est né à la Révolution française, avec la volonté de taxer le patrimoine. Il est resté très longtemps plutôt symbolique, et c'est à partir de 1960 qu'on a commencé à taxer à 20%, qui est un petit peu le taux moyen des taxations en ligne directe maintenant aujourd'hui en France. Donc on a eu un taux marginal, donc maximum de 20% en 1960. Avec l'arrivée de François Mitterrand, là, le taux marginal a doublé. Il est passé de 20% à 40%. Et maintenant, depuis quelques années, le taux marginal en ligne directe, toujours, est passé à 45%. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'historique. Maintenant, quelques généralités. Les généralités, ce sera avant tout des chiffres. Donc pour parler des droits on va d'abord parler véritablement des droits de mutation à titre gratuit, donc en distinguant un petit peu succession et de donation. Alors, en matière de droit de succession, on va d'abord parler de ce qui fait plaisir, c'est-à-dire les exonérations. Les exonérations peuvent être, on les classe en deux parties, celle en fonction de la personne et celle en fonction des biens. Après, on verra que c'est important éventuellement justement pour jouer après sur les droits de succession et de donation, ceux qu'il faudrait supprimer en premier. En fonction de la personne, qui est exonéré, maintenant c'est le conjoint. Ça, c'était quand même la grande nouveauté, c'est arrivé il y a 10-15 ans, je ne sais plus exactement, ou 20 ans peut-être, je ne sais plus. Donc le conjoint survivant est totalement exonéré de droits de succession. Également plus anecdotique, je dirais, c'est entre frères et sœurs de plus de 50 ans ou infirmes vivant ensemble. Il y a une exonération. Là, ce qui est arrivé ces derniers temps aussi, de part quand même le fait que cette catégorie est très souvent sollicitée, donne beaucoup de sa personne, ce sont tous les militaires et assimilés, donc les pompiers, gendarmes, policiers, etc. Donc tous ces militaires morts en opération, les successions sont exonérées. Et ensuite, ce qui est très connu, tous les organismes à but non lucratif, enfin pas tous, mais principalement fondations, congrégations et
et institutions de bienfaisance. En fonction des biens, là, on sent qu'il y a une volonté d'influence économique. D'abord, la transmission d'entreprises dans le cadre de ce qu'on appelle le pacte Dutreil, qui existe maintenant depuis 20 ou 30 ans. C'est une transmission d'entreprise avec un engagement de conservation des titres ou de l'entreprise entre un certain nombre de personnes, pas spécialement familiales d'ailleurs. En général, c'est au sein de la famille, mais légalement, ce n'est pas une obligation. Il y a quand même là déjà une exonération de 75% qui existe. Dans le cadre agricole, pour les biens ruraux qui sont loués à long terme, c'est-à-dire au moins 1-18 ans, il y a une exonération de 50 ou 75%. En France, comme on aime beaucoup les bois et forêts et qu'on veut les protéger, il y a aussi une exonération de 75%. Comme on aime aussi notre patrimoine, les monuments historiques, sous certaines conditions, sont exonérés. Aussi, dans un souci de prévoyance, tout ce qui est rente et indemnité versées en réparation d'un dommage corporel sont exonérés. Alors on me dit comment est-ce qu'on fait? En fait, il ne faut pas oublier au moment du décès de la personne qui a touché par exemple pendant 30 ans une rente d'invalidité, d'additionner ces 30 ans de rente d'invalidité et déduire après au passif de la succession, parce que souvent les gens d'ailleurs oublient de faire. Et ensuite les réversions de rente en ligne directe. En ligne directe entre conjoints, mais le conjoint de toute manière toujours exonéré. Les droits de donation, il y a aussi des exonérations qui sont à peu près les mêmes, sauf quand elles n'ont pas lieu d'être. Donc, en fonction de la personne, c'est uniquement les organismes à but non lucratif. Alors, on verra d'ailleurs après pourquoi le conjoint, finalement, est exonéré de droits de succession, mais pas de donation. Il y a une certaine curiosité là-dessus, on pourrait peut-être y remédier, ou en tout cas l'expliquer. Et en fonction des biens, là, c'est toujours la transmission d'entreprise qui peut se faire par succession ou donation dans le cadre d'un pacte Dutreil. Il y a aussi l'exonération de 75%, les biens ruraux, les bois et forêts, et les monuments historiques qui sont exonérés de la même manière, que ce soit en succession ou en donation. Ensuite, là, ce qui fâche déjà plus, les barèmes. Les barèmes en matière de... Il faut bien voir que les barèmes sont, et ça c'est quand même un aspect important, et je pense que ça sera peut-être la première chose sur laquelle on pourra travailler, les barèmes sont quasiment les mêmes en succession et donation. Donc on peut les englober. En ligne directe, ça va de 5% à 45%. 45% à peu près à partir de 1 800 000 euros, sachant qu'en France, comme dans la plupart des pays, mais ce n'est pas toujours le cas, en Amérique, au Royaume-Uni c'est différent, on calcule les droits de succession par bénéficiaire, alors qu'on aurait pu dire on aurait pu calculer les droits de succession au niveau du défunt. Là, c'est au niveau du bénéficiaire. Donc, comme on a 2 parents, on a 2 fois ce barème. En ligne directe, donc c'est 45%, on y est à partir de 1 800 000 euros. On peut se dire que c'est important, mais on peut se dire aussi que quand même pour un gros patrimoine, s'il n'y a pas beaucoup d'enfants en plus, il y aura une grosse partie du patrimoine qui sera taxé à 45%. Sinon, comme la tranche à 20% se situe entre à peu près 15 000 euros et 550 000 euros, la majeure partie des successions en France s'opère au taux marginal de 20%. Entre époux, on est aussi entre 5 et 45%, mais comme je l'ai dit, uniquement pour les donations. Entre frères et sœurs, c'est 35 ou 45%, mais c'est comme c'est 45% à partir de 25 000 euros à peu près, on peut dire qu'une succession entre frères et sœurs est quand même taxée à 45% sur quasiment la totalité, ce qui est quand même énorme. Entre parents jusqu'au 4e degré, c'est-à-dire neveux et nièces et cousins, essentiellement, c'est 55% immédiatement, il n'y a pas de progression, et ensuite c'est 60%. Là, on peut quasiment commencer à parler de taux confiscatoires, 65 ou 60% entre non-parents ou entre parents et éloignés, c'est quand même énorme. Les abattements, là on a dit barème, les abattements. Alors là, les abattements sont différents en termes de succession ou de donation, et on peut peut-être se dire qu'il y en a beaucoup qui sont quand même anecdotiques. Et il y a, là, effectivement, on peut le dire, effectivement, il y a peut-être déjà à revoir au niveau des abattements. Effectivement, en ligne directe, c'est 100 000 euros. Mais attention, on verra après, il y a quand même une petite particularité, c'est pas pour toute la ligne directe, on y reviendra après, et c'est là quand même qui est très curieux. 100 000 euros en ligne directe, pour les successions frères et sœurs, 15 000 euros, c'est quand même pas terrible. Neveux et nièces, 8 000 euros, c'est quasiment symbolique. La personne handicapée, par contre, effectivement, a plus de 150 000 euros d'abattement qu'elle peut cumuler avec l'abattement, par exemple si c'est un enfant qui est
qui est handicapé, il aura l'abattement de 159 000 € plus l'abattement de 100 000 €. Sinon, pour tous les autres, il y a un seul misérable abattement de 1 594 €. Donc il faut avouer qu'on arrive à une taxation totale et après, c'est immédiatement 60%. En donation, on est là aussi à 100 000 € en ligne directe. L'époux, comme on dit, n'est pas exonéré et a un abattement de 80 000 €. Les petits-enfants ont 30 000 €. Les arrière-petits-enfants, là aussi, c'est anecdotique, c'est 5 000 €. J'ai même envie de dire que quelqu'un, un arrière-grand-père qui donne à son arrière-petit-fils 5 000 €, il va même pas s'amuser à le déclarer. Donc on se demande même pourquoi est-ce qu'on fait un abattement à 100 000 €, à 5 000 €, pardon. On est dans le présent d'usage, comme on disait tout à l'heure, donc même pas déclaré. Frères et sœurs, c'est 15 000 €, neveux et nièces, 7 000 € et la personne handicapée, toujours 159 000 €. Il y a ce qu'on a appelé, qui a été mis en place par Sarkozy, qui existe toujours, qui était une bonne mesure, mais je pense que le montant est trop faible, c'est ce qu'on appelle le don familial en espèces, qui est une incitation à la consommation, justement parce que celui qui donne doit avoir moins de 80 ans, et celui qui reçoit, donc en ligne directe, donc c'est soit enfant, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ou neveu et nièce s'il n'y a pas d'enfant, doit être majeur, donc en âge de consommer. Donc là, c'est un don familial en numéraire, donc on ne peut pas donner, il faut qu'on donne de l'argent, qui est censé justement donc réintégrer le cycle économique, et là on peut donner 31 865 €. Le même abattement qui existe pour les petits-enfants. Donc voilà les abattements. Voici donc effectivement c'est une litanie de chiffres, et les droits de succession et de donation malheureusement c'est un peu une litanie de chiffres. Donc voilà les droits ce qu'on appelle les droits de mutation à titre gratuit, succession, donation. Après, en plus, il y a le droit de partage. Un droit de partage en matière de succession, il est de 2,5%. Et ça paraît faible, mais sauf que là, il n'y a pas d'abattement. C'est sur la totalité de l'activité successorale. Et là, ce qui fait que toutes les successions, dès lors qu'il y a quelque chose à partager, ils seront soumis. Donc parfois, ce qui fait qu'il y a plus de droits de partage que de droits de succession. On peut être dans la limite de l'abattement, se dire exonéré de droits de succession et finalement soumis aux droits de partage. Un patrimoine d'1 million d'euros, ça fait quand même 25 millions de droits. C'est pas négligeable. Après, donc la troisième mesure qui existe, le troisième domaine, je dirais, de la transmission, c'est, on en a beaucoup parlé avec les premiers programmes présidentiels, pour les candidats, c'est la transmission en entreprise. Là, il existe 3 mesures spécifiques, celles dont on a parlé, donc le pacte Dutreil, qui, en échange d'un engagement de conservation d'abord collectif et ensuite individuel, offre un abattement de 75%. Ensuite, 2 autres qui sont moins connus et qui demandent peut-être à être travaillés. Il y a une réduction de droits de 50% en cas de donation d'entreprise en pleine propriété, lorsque le donateur a moins de 70 ans. Là, c'est pour inciter effectivement éventuellement les chefs d'entreprise à transmettre assez tôt leur entreprise et les transmettre véritablement donc en pleine propriété. Donc de 50%. Et il y a un abattement de 300 000 € en cas de donation d'une entreprise à ses salariés. Ce qui peut exister souvent quand il n'y a pas de descendants, par exemple, et qu'il y a une petite entreprise et le patron a des collaborateurs dont ils se sont très proches, il peut y avoir un abattement de 300 000 € par salarié. Donc ça peut éventuellement être aussi une solution. Curieusement, c'est uniquement en cas de donation. Ensuite, autre domaine qui concerne la transmission et qui est très important en France et qui est très spécifique à la France, c'est l'assurance vie. Effectivement, il y en a beaucoup qui préparent la transmission de leur patrimoine par le biais de l'assurance vie, sachant que l'assurance vie, le principe, c'est qu'en France, juridiquement, l'assurance vie ne fait pas partie de la succession civilement, donc est traitée à part, et donc fiscalement est traitée à part. Il y a l'actif successoral d'un côté et les contrats d'assurance vie de l'autre. Si vous versez des primes avant, et là, il y a un âge pivot de 70 ans. Quand on verse avant 70 ans, les capitaux d'essai qui seront issus de ces primes vont bénéficier d'un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Donc j'ai envie de dire, 2 enfants, 2 parents, ça permet de transmettre 600 000 € en totale exonération, par exemple. Ensuite, de 150 000 à 850 000 € environ, on a un prélèvement de 20%, et au-delà, c'est 31,25%. Si on s'y prend trop tard et qu'on verse ces primes après 70 ans,
Là, par contre, les primes versées réintègrent l'actif successoral avec juste un abattement rejoint l'actif successoral pour le calcul des droits de succession, mais pas pour le partage civil qui, lui, est distinct, évidemment. Et donc, ces primes rentrent dans le calcul de l'actif successoral pour les droits, après juste un abattement de 30 500 € pour le défunt, au global. Donc, ce qui fait qu'après, s'il y a plusieurs bénéficiaires, ils se partagent. Le seul avantage, c'est qu'on ne taxe que les primes. Donc si le contrat a eu un bon rendement, tout ce qui est partie produit plus-value est exonéré. Ensuite, avant de parler des anomalies, je dirais les 3 particularités essentielles qui existent en matière de droit de succession en France. Ce qui a été évoqué précédemment, donc ce qu'on appelle le rappel fiscal. C'est-à-dire qui est de 15 ans actuellement, qui à une époque était de 10 ans, avait été ramené à 6 ans par Sarkozy et est reparti à 15 ans maintenant. C'est-à-dire que si une donation a lieu plus de 15 ans après la précédente, on oublie tout ce qui était fait avant et on repart à zéro pour l'abattement et pour la progression du barème. Même chose si la succession arrive plus de 15 ans après la dernière donation. Par contre, en cas de succession après une donation qui a moins de 15 ans, on rappelle la donation pour le calcul des droits de succession, ce qui fait que l'abattement qui a été utilisé la première fois, on ne peut pas le réutiliser, et les basses tranches, on ne peut pas les réutiliser non plus. Donc le rappel fiscal est une notion quand même très importante et sur laquelle on peut bien travailler là aussi pour organiser sa transmission, je dirais, sur le long terme. Deuxièmement, c'est la transmission en démembrement, qui est aussi une spécificité française, qui n'existe pas dans tous les pays. On peut donner uniquement le démembrement, c'est quoi? On démembre un bien, nue propriété d'un côté, usufruit de l'autre. Celui qui est nu propriétaire, il est propriétaire, mais il ne peut rien faire de son bien. Et celui qui est usufruitier, il peut en profiter, y habiter si c'est un logement, toucher les dividendes si c'est des actions, donc il touche l'usufruit. Il perçoit l'usufruit, il droit d'usage. Donc on peut démembrer les deux, et ce que l'on fait souvent, c'est qu'on donne la nue propriété du bien, et on se conserve l'usufruit pour ce qu'on veut conserver, soit sa résidence, soit des revenus complémentaires. Et donc les droits à payer ne sont que sur la nue propriété qui a été transmise. Et le gros avantage, sachant qu'après il y a un barème fiscal, en gros par exemple quand vous avez 60 ans, dans les 60 ans, l'usufruit vaut 40%, parce qu'en fonction de ce qui est censé produire encore le bien jusqu'à la mort de l'usufruitier, donc la nue propriété vaut 60%. Les droits seront à payer sur 60% de la valeur totale du bien, et au décès de l'usufruitier, le nu propriétaire devient plein propriétaire sans payer de droits supplémentaires. Donc là, ce qui est intéressant, ça veut dire qu'en l'occurrence, là, il aura payé les droits d'abord sur 60% et c'est tout. Donc ça permet une économie de droits et de commencer à transmettre son patrimoine. Troisième élément qui existe aussi, c'est ce qu'on appelle la purge de la plus-value, qui est quand même un petit peu une compensation. On paye des droits de succession ou des droits de donation, mais quand on transmet par exemple des titres, des actions, on paye, soit en cas de succession, soit en cas de donation, on paye les droits donc, sur la valeur totale du bien. Enfin, donc les héritiers ou les donataires payent sur la valeur totale du bien, mais ensuite, eux, on purge totalement la plus-value. Donc si après ces personnes-là, les bénéficiaires, revendent les titres, on ne calculera la plus-value imposable pour eux que sur la valeur au jour de la donation et non pas au jour où des titres ont été acquis une première fois. Donc on purge la plus-value, donc ça compense un petit peu quand même les droits de succession qu'on peut avoir. C'est là où quand on fait un comparatif en fiscalité internationale avec d'autres pays vont quasiment exonérer les transmissions, les donations de titres, mais par contre vont imposer la plus-value au moment de la donation. Donc si vous voyez, il y a comme ça des comparaisons à faire. Donc voilà le rapide panorama sur les droits de succession et de donation en France. Les anomalies que l'on peut constater, on a déjà évoqué certaines. Des taux d'imposition trop élevés. Ça, on l'a dit, 45% en ligne directe, c'est trop. 60% quand il n'y a pas de lien de parenté, c'est trop. Des abattements qui sont trop faibles. On a vu 100 000 € en ligne directe, c'est quand même pas énorme non plus. Et hors cadre familial, un malheureux abattement de 1500 €, c'est quasiment symbolique. On a vu pour
pour les donations, plein d'abattements distincts pour neveux, arrière-petits-fils, etc., qui sont dérisoires. Et en plus là, un abattement en ligne directe aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est très curieux, c'est que l'abattement de 100 000 € en ligne directe, vous l'avez toujours en montant pour les ascendants, comme malheureusement, par exemple, un parent perd un fils, et ben, il a l'abattement de 100 000 €. Mais en descendant, ça ne marche qu'au premier degré. C'est-à-dire que l'abattement de 100 000 € en cas de succession existe si les enfants héritent des parents, mais si par exemple les grands-parents veulent léguer à leurs petits-enfants, il n'y a pas l'abattement de 100 000 €. Là, il faut avouer que c'est quand même assez aberrant. Le petit-fils aura juste, ou la petite-fille aura juste l'abattement de 1 594 €. Là, je pense que c'est quand même une grosse anomalie. Ensuite, aucune actualisation des barèmes. Ça, et forcément, bon, bah, même s'il n'y a pas beaucoup d'inflation actuellement, d'ailleurs il commence à y en avoir un peu, quand il n'y a pas d'actualisation des barèmes, ça veut dire que tous les ans, indirectement, l'impôt augmente. Ça, c'est clair. Et les barèmes, Sarkozy avait remis en place l'actualisation des barèmes et ça a été supprimé ensuite. La donation entre époux qui est taxée alors que la succession est exonérée. Alors ça, vous allez me dire, le problème, effectivement, pourquoi c'est taxé à donation? Parce que sinon, ce serait simple, on veut donner, surtout maintenant avec le mariage pour tous, on veut favoriser, et quelqu'un lui donner, bah, je l'épouse, et puis 3 mois après, voilà, je donne. Et puis c'est exonéré. Donc je pense qu'éventuellement, après, certains pays prévoient l'exonération pour les donations entre époux après une certaine durée de mariage. Ensuite, comme on l'a dit, donc le droit de partage qui existe de 2,5%, ce droit de partage est quand même une aberration, déjà parce qu'on dit qu'en France, normalement, je crois qu'on dit qu'il y a 90% des successions, on dit, qui sont exonérées. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas les chiffres en tête, je sais qu'il y en a effectivement beaucoup. Mais finalement, aucune ne l'est vraiment, parce que dès qu'il y a quelque chose à partager, on paye le droit de partage. Et quand la succession est taxée, bah, elle est doublement taxée parce qu'elle est taxée au droit de succession et en plus au droit de partage. Et en plus, c'est quand même source d'insécurité juridique parce que finalement, les gens disent bon, bah, le droit de partage, il est dû lorsqu'on fait un partage et qu'il y a un acte qui constate le partage. Donc il y a des familles qui sont incitées à ne jamais partager et rester en indivision pour ne pas avoir payé ce droit de partage, ou d'autres qui s'arrangent avec le notaire et la banque pour faire des partages verbaux non constatés dans un acte, pour faire en sorte que ce droit ne soit pas réclamé. Mais toujours pareil, à défaut d'acte, il y a aussi une certaine insécurité juridique. Donc on voit que ce droit est quand même finalement prohibitif et source d'insécurité juridique. 5 minutes, d'accord. Okay. Donc, comme on l'a dit, le délai de rappel fiscal qui est trop long, à 15 ans, ça c'est clair que quand on voit sur une vie, on commence à donner en général, quand on approche de la retraite, 50, 60 ans, un délai de rappel fiscal à 15 ans, ça veut dire qu'on pourra donner 2 fois au plus. Voilà. Donc ça ne permet pas de transmettre suffisamment tôt. Ensuite, aucune incitation à la transmission anticipée des patrimoines. Ça, je pense que c'est peut-être le point essentiel. Donation, succession, quasiment tout le temps, c'est le même barème. Alors qu'on fait plus d'efforts quand on donne, finalement, que quand on se contente de transmettre par décès. Et enfin, on l'a rapidement vu, le présent d'usage qui existe, mais il n'y a pas de montant, il n'y a pas de tarif, il n'y a pas de barème, rien, donc les gens ne savent pas combien ils peuvent donner au titre du présent d'usage. Ça, je pense qu'on pourrait le tarifer. Alors, quelques rapides axes de réflexion, donc, suite à ce panorama. D'abord... Monsieur, excusez-moi, Olivier, pardon. Oui. Monsieur Pogé, Madame Louvagie, Pierre Cordier, n'hésitez pas à réagir à vos propositions d'Olivier au fur et à mesure. Oui. Surtout que, bon, c'est des propositions, je dirais, personnelles qui me sont venues à l'esprit. D'abord, l'incitation fiscale à la transmission anticipée des patrimoines. Bon, ça, je pense qu'à la rigueur, tout le monde est d'accord. Plus le patrimoine est transmis tôt, plus il a de chances de rentrer dans le circuit économique, il est plus figé, il peut être dans l'investissement, la dépense. Donc on pourrait par exemple proposer une exonération totale de droits de donation, travailler plus sur les droits de donation que les droits de succession, quitte à faire par exemple une exonération totale de droits de donation en pleine propriété pour que vraiment la personne qui reçoit puisse après faire ce qu'elle veut de l'argent ou du bien qui était transmis avant 70 ans et après prévoir une exonération partielle par exemple avant 80 ans pour ne pas avoir juste l'avantage fiscal à l'article de la mort, j'ai envie de dire.
Ensuite, l'exonération des donations entre époux, ce qui me semblerait assez logique, quitte à mettre donc un certain délai, une condition de durée de mariage qui resterait à définir. J'ai pensé en termes de justice quand même alléger les droits de succession en cas de décès prématuré, je dirais par exemple mettons 65 ans, parce que c'est vrai que si on supprime les droits de donation et qu'on maintient les droits de succession quelque part pour sanctionner ceux qui ne donnent pas leur patrimoine assez tôt, bon malheureusement quand on décède prématurément, c'est pas de notre faute, donc prévoir peut-être des allègements de droits de succession pour les décès prématurés, et puis raccourcir le délai du rappel fiscal dans tous les cas pour pouvoir anticiper la transmission et l'organiser sur le long terme. Deuxièmement, là c'était le programme d'un certain nombre de candidats, favoriser la transmission d'entreprise. Ça, je pense que c'est essentiel. Et j'ai envie de dire, le pacte du Treil, il y a une exonération de 75%, pourquoi ne pas mettre une exonération totale à 100% déjà. Quitte éventuellement à revoir le pacte du Treil, qu'il faudrait simplifier d'ailleurs, parce que parfois les sources d'insécurité juridique sont tellement complexes à mettre en place que les petites entreprises ont du mal à rentrer dedans parce qu'ils ont peur, parce que c'est un peu compliqué. Et peut-être allonger l'engagement de conservation pour que ce soit vraiment dans un but de transmettre une entreprise qui sera amenée à perdurer. Et aussi une exonération totale de droits de succession et de donation en cas de transmission d'entreprise aux salariés. J'ai envie de dire pourquoi pas. Ensuite, troisièmement, fluidifier les transmissions successorales avec la fiscalité de l'assurance vie, alléger la fiscalité de l'assurance vie, parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le moins de formalités possible. Une succession, c'est plein de formalités, c'est long. L'assurance vie, un des autres avantages aussi que l'on oublie souvent, outre la fiscalité, c'est que c'est très rapide. On désigne un bénéficiaire, on meurt, l'assureur prend contact avec le bénéficiaire, si c'est bien rédigé, en quelques semaines, c'est réglé, l'argent est transmis. Donc pour fluidifier une transmission, l'assurance vie est très bien. La suppression du droit de partage, comme on l'a vu, justement, pour éviter de rester dans de l'indivision, pour être sûr que les biens soient transmis, et comme on l'a dit aussi, officialiser le présent d'usage avec un montant que l'on pourrait transmettre tous les ans. Alors, le présent d'usage, c'est en fonction normalement d'un événement, anniversaire, mariage, Noël, etc. On peut soit mettre effectivement un certain nombre d'événements, soit, comme vous l'avez dit, un montant par an que l'on pourrait donner juste à titre de présent d'usage et basta. Voilà. Donc voilà quelques axes de réflexion. J'espère que je n'ai pas été trop... Bon, j'étais trop long, je sais, mais en tout cas, je n'ai pas été trop pénible. Maintenant, je suis ouvert à toutes vos questions. Madame Louvagie, vous aviez présidé sur ce thème même il y a quelques années un rendez-vous parlementaire pour faire associé. Donc on sait que vous êtes une fine experte de ces questions. Écoutez, merci de nous recevoir sur un sujet effectivement très intéressant, comme le disait Éric. Si sur ce mandat, nous avons porté un certain nombre de propositions, à la fois des amendements et des propositions de loi, en tout cas, ce qui nous a été dit dès le début du mandat, c'est que nous ne pouvions pas aborder cette question-là par une proposition de loi isolée ou des amendements isolés, ce que nous voulons bien entendre. Et à chaque fois, on nous a dit qu'on aurait un projet de loi, un texte sur les transmissions que nous n'avons finalement jamais vu. Parce qu'effectivement, je pense qu'il faut aborder cette question-là globalement. Enfin, on ne peut pas l'aborder sous certains prismes. Je voudrais juste revenir sur la question des entreprises que vous évoquiez. En France, nous nous plaignons régulièrement, en nous comparant notamment à l'Allemagne, que nous avons peu de TI. Et c'est vrai que nous avons une vraie difficulté de faire évoluer nos PME vers, je dirais, une dimension de TI, mais c'est parce qu'à chaque fois, le coût des droits de succession pèse sur les générations, à chaque fois, sur chaque génération, ce qui ne permet pas à l'entreprise de se développer, puisqu'elle dispose de ressources en moins pour continuer à se développer. Et je crois que, moi je suis persuadée qu'il faut qu'on ait une réflexion pour faire circuler, je dirais, le patrimoine beaucoup plus facilement. C'est vraiment dans la circulation qu'il faut qu'on ait une réflexion. Et j'entends, et je partage tout à fait ce que dit Éric, qu'on ne peut pas supprimer totalement aujourd'hui. Il faut peut-être l'envisager, mais je pense qu'il faut le faire par étapes, hein, parce que derrière, bon, vous l'avez dit, c'est à peu près 15 milliards d'euros, même si ce n'est pas beaucoup par rapport à l'impôt sur le revenu, qui fait un peu plus de 70 milliards, l'impôt sur les sociétés 40, la TVA 120, donc finalement c'est quand même qu'une petite recette. Mais
je crois qu'il faut qu'on puisse jouer effectivement sur différentes variables. Moi, je pense qu'en plus des variables que vous avez évoquées, j'en vois également une autre, parce que je crois qu'il faut qu'on prenne en compte aussi que nos générations évoluent. Par exemple, dans ma famille, en ce moment, on est 4 générations. Chez mes parents, qui approchent 90 ans, nous, 60 ans, les enfants, 40, et les petits, 10. Et moi, je pense que les générations qui finalement ont le plus besoin, parce que quand on hérite et qu'on est à la retraite, je suis désolée, c'est pas là qu'on va investir de manière importante dans l'économie, on ne va pas se lancer dans des entreprises professionnelles. Et finalement, c'est la génération d'avant. Et je pense qu'il faudrait qu'on ait quasiment un mécanisme d'abattement équivalent à ce qui existe aujourd'hui entre parents et enfants, mais entre parents et petits-enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parents puissent donner à leurs petits-enfants avec un abattement de 100 000 euros. Et là, je pense que ça serait quelque chose de fort, ça accroîtrait finalement, je dirais, la part qui peut être donnée. Et puis, je pense que si on devait agir entre le montant de l'abattement et la durée, moi je serais plus favorable à la durée, plutôt que d'aller sur le montant de l'abattement, même s'il faudra aller sur les deux, quoi. Parce que quand on joue sur la durée, on favorise la circulation et ça va beaucoup plus vite. Et je crois que c'est ça qui est important pour remettre de l'argent dans l'économie, quoi. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrive à corriger aussi 2 effets pervers, à mon avis, aujourd'hui, qui sont des mécanismes d'exonération qui existent et qui sont favorables. Donc je ne pense pas qu'il faille les remettre en question, mais je pense qu'il faut qu'on évalue aussi les effets pervers. Je pense notamment à tous les mécanismes d'assurance vie. C'est vrai que c'est un excellent moyen de transmettre des montants qui peuvent être conséquents quand même à des générations sans droit de succession. Et c'est un mécanisme qui aujourd'hui conduit des personnes avant 70 ans à placer des fonds dans des contrats d'assurance vie qui ne servent pas du tout l'économie, quelquefois pendant 20 à 25 ans. Voilà. Et donc finalement, on a un mécanisme qui est favorable, je veux dire, à la transmission, mais qui ne participe pas à mettre de l'argent dans la circulation de l'économie, dans la consommation, quoi. Voilà. Donc il faut qu'on ait toute cette réflexion. Et concernant le démembrement du droit de propriété, qui est un élément aussi très favorable, hein, parce que finalement on peut transmettre qu'en prenant comme base la valeur de la nue propriété, donc en fonction de l'âge de l'usufruitier, on peut ne prendre en base qu'une partie qui peut être de 50%, même moins. Mais finalement, ça laisse aussi l'ensemble des fruits et des revenus aux usufruitiers qui peuvent atteindre des âges de 80, 90 ans, qui n'en ont pas forcément besoin et qui ne vont pas consommer. Donc finalement, on a 2 mécanismes là, qui sont favorables, et c'est très bien, qui permettent d'avoir des exonérations, mais qui ne rentrent pas du tout pour faciliter la circulation et rendre service à l'économie. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait effectivement une vraie réflexion là-dessus. Enfin, voilà, je veux dire, les contributions que je voulais apporter à ces éléments. Et juste rajouter qu'au niveau des droits de partage que vous évoquiez, on a réussi à faire passer dans la loi de finances la diminution du droit de partage pour les divorces, hein, parce que c'est quand même, quand on divorce, c'est quand même une situation un peu difficile. En plus, les personnes qui divorçaient avaient un droit de partage de 2,5%. Donc, il a diminué pour arriver, je crois, un petit peu plus de 1,1 en 2022. J'aurais bien voulu encore le diminuer. J'ai porté des amendements dans ce sens, mais en vain. Voilà, je crois qu'il reste séparé. Merci Madame la députée. Monsieur Pierre Corbier, réaction ? Écoutez, c'est bon. Très rapidement, simplement, c'est vrai que au-delà des amendements qui ont été portés par Véronique et d'autres députés à l'occasion des différents débats parlementaires, c'est vrai que ces questions liées à la succession en général ressurgissent aussi énormément à l'approche des scrutins. Et moi je discute beaucoup, comme nombre des collègues qui sont présents ici, avec nos concitoyens sur le terrain, et ils me disent tiens, c'est un sujet qui revient sur le tapis, comme il revient à chaque fois qu'il y a des élections nationales, puisque c'est effectivement à l'occasion de débats liés au budget qu'on peut évoquer ces questions. Donc je pense que là, il y a une obligation, entre guillemets, de résultat, quel que soit le vainqueur des élections prochaines, et que tous les candidats ne manqueront pas, bien entendu, d'évoquer avec leur sensibilité personnelle, leur manière de voir les choses quant à la question de la succession. Simplement, moi j'ai été aussi, c'était intéressant d'entendre Éric évoquer
ce qui s'est passé avec ses parents, avec ses grands-parents, la création de cette structure dans les Alpes-Maritimes, et de voir qu'effectivement, à partir d'un certain moment, se pose cette question de la succession, la manière dont les choses peuvent se faire, et en parallèle, puisqu'on évoque la crise sanitaire et ces milliards d'euros qui ont été mis aussi de côté par nombre de nos concitoyens, qui, par définition, ne manqueront pas un jour de mourir. Et donc, il faudra bien entendu régler cette question du mieux qui soit. Donc, c'est vrai que, voilà, moi j'entends aussi en tant que citoyen cette question revenir à chaque fois. Et je crois qu'il sera très important qu'à l'occasion de ces débats, on ait certes des propositions, mais aussi des résultats. Ça a été dit, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts, parce que c'est quand même des recettes importantes. Et je crois qu'il était important, monsieur, de rappeler aussi tout ce que vous avez évoqué sur ces petites règles qui concernent la succession, et en bon connaisseur que vous êtes, de faire ces rappels. Donc voilà, moi je vais regarder ça avec beaucoup d'intérêt à l'occasion des élections, même si c'est un secret pour personne, mon bulletin, tout le monde le connaît à l'occasion des élections prochaines, mais je crois que ce sera un sujet qui méritera en tous les cas des débats qui seront peut-être un petit peu chauds à l'occasion des présidentielles, mais c'est un vrai sujet de société, la transmission, faire en sorte que les successions qui arrivent puissent un peu aussi jouir sans se faire matraquer par l'État de l'argent qui a été finalement gagné souvent honnêtement, pas tout le temps, mais souvent honnêtement par de braves citoyens français qui ont bossé, qui ont sué et qui veulent transmettre simplement ce qu'ils ont pu gagner à leurs enfants. Écoutez, c'était quasiment les propos que j'avais écrits en conclusion, donc je vais m'en abstenir, monsieur Pogel. Non, moi je rebondis sur ce qu'a dit Pierre et sur ce qui vient dit par Jean-Yves, parce qu'on s'aperçoit que d'aborder le sujet des droits de succession, des droits de donation, ça renvoie à une réflexion beaucoup plus vaste sur la famille, sur la transmission et sur ce que nous sommes. Et je pense qu'on n'aborde pas suffisamment ce sujet qui peut être très ardu d'un point de vue fiscal, d'un point de vue technique, et qui a des conséquences économiques, financières, mais budgétaires, mais qui aussi renvoie à cette notion familiale, à cette notion de transmission. Et ça me semble, dans une période où, de notre société où on est en perte de valeur, où on essaye d'inculquer ces notions, il me semble que de remettre la notion de transmission au cœur de la société, au cœur de la famille, et en s'appuyant sur l'état de la fiscalisation de ces sujets, je sens qu'il y a un vrai sujet de société qui dépasse bien le cadre uniquement fiscal. Je pense que là, les mois qui s'ouvrent devant nous et ce moment de respiration démocratique qui va arriver est un bon moment pour faire remonter cette réflexion et remonter des propositions. Donc c'était bien choisi de la part de contribuables associés que d'aborder cette thématique en cette fin d'année 2021. Merci monsieur Pogel, merci monsieur le député, merci de nous avoir permis d'organiser cette réunion ce soir. Merci Olivier Berthaud à vous, merci à vous tous. Alors un dernier rappel, comme je vous le disais au début de cette réunion, nous publierons avant législative l'argus des députés de contribuables associés pour l'ensemble de la législature 2017-2022. On vous dit à bientôt tous avec contribuables associés. Merci. Merci à vous.